Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners et bienvenue dans Coup de canon. Très heureux de vous retrouver, que vous soyez dans votre voiture, à la salle de sport, à la maison ou où vous voulez. Bienvenue pour ce 51e épisode de Coup de canon saison 2025-2026. Et oui, les épisodes s'enchaînent. Et aujourd'hui, on débrief de la large victoire d'Arsenal face à Sunderland. Pour m'accompagner, les deux experts du jour, le président, je vois, il est toujours là. Il y avait un fait marquant, le doublé de Gyökeres, donc il s'est dit, allez, je vais quand même aller Oui. raconter un peu ce que je trouve, ce que je pense de Gyökeres. Corentin, salut. Salut Raoul, salut à tous. Et puis Louis Tartex, un Louis en remplace un autre. Vous avez l'habitude maintenant. Salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Je crois que j'ai un peu tout dit dans l'introduction. Arsenal recevait Sunderland pour le compte de la 25e journée de championnat, si je me trompe pas. Sunderland, après un début de saison super intéressant et probablement un petit peu au-dessus de leur standard, était en perte de vitesse malgré leur dernière victoire la semaine dernière. Et Arsenal, leader, incontesté et incontestable pour le moment de cette première ligue qui comptait au début de la rencontre 6 points d'avance face à son dauphin Manchester City. Au niveau de la compo, messieurs, alors on savait que Saka était encore out. Ødegaard, on nous a dit il va mieux, mais bon, il était même pas sur le banc. Et on a Merino qui de toute façon lui il est out pendant un bout de temps, donc il fallait faire des choix. Mikel Arteta a fait le choix suivant de composition. Au but, David Raya. De droite à gauche, Timber, Saliba, Gabriel et Calafiori, milieu de terrain. Alors, je vais vous la donner en 4-2-3-1, cette compo. Donc, milieu de terrain avec un double pivot Zubimendi Rice. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette Hmm. Ouais. compo ou pas. À droite, Madueke, à gauche, Trossard. En meneur de jeu bien avancé et plutôt axial, Kai Havertz. Et le choix du jour aussi, c'était la titularisation de Gabriel Jesus à la place de Gyökeres à la pointe de nos Gunners. En tout cas, c'était une compo, quel que soit finalement le schéma tactique adopté ou retenu, qui était, en tout cas, selon moi, super, c'est d'être poli, sexy, et qui présumait d'une belle soirée football, parce que clairement, défensivement, c'était la charnière titulaire. Zubimendi Rice, ça se discute même pas. Madueke à droite, en l'absence de Saka, il n'y avait pas trop le choix. Trossard à gauche, un peu logique. Avert, le retour d'Avert, qui nous fait quand même le plus grand bien depuis son retour. On était très heureux de le retrouver. Et puis que tu mettes Gabriel Jesus ou Gyökeres, ça faisait un sacré 11 de départ. Corentin, ton avis? Ouais, je suis d'accord avec toi sur le 4-2-3-1 parce que Havertz c'est quand même assez avancé par rapport à la position habituelle d'Odegaard. C'est-à-dire que c'est limite un 4-2-4 des fois, tellement Havertz combine, enfin, du moins essaye de combiner avec Jesus sur la première période. Donc ouais, Havertz est quand même très avancé et j'étais quand même surpris de voir Jesus titulaire à la place de Gyökeres. On va avoir le temps de reparler du match de Jesus, mais sinon, dans l'ensemble, 11 cohérent quoi, par rapport à ce qu'on avait comme matos. Louis, ton avis, toi? Ouais, je vous rejoins. On a une équipe assez offensive sur le papier avec ce positionnement assez haut de Havertz. Moi aussi, je trouve qu'on était plutôt en 4-2-4 sur temps première mi-temps où il décrochait assez peu et il voulait combiner beaucoup plus haut. C'était intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'était aussi pour libérer un peu plus Calafiori qui revenait, et qui, on le connaît, assez offensif. On reviendra aussi sur son match. Et ouais, composition cohérente avec les absents. Euh, et assez content de voir ouais, c'est des joueurs.
enfin, je me disais que ça pourrait être intéressant parce qu'il allait y avoir pas mal de combinaisons. On connaît bien Jesus, on connaît bien Havertz, Trossard. C'est pas forcément des sprinters, mais ils savent jouer ensemble. Donc, je m'attendais au moins à un jeu dans les petits espaces, surtout face à un bloc plus resserré. Finalement, ça n'a pas trop été ça. Donc, mais on va dire que c'était cohérent et enthousiasmant. Ouais. Et commençons par le commencement, la première période, messieurs, où finalement, dans cette première période, on aura vu des tirs de loin, on aura vu des centres, on aura vu de la permutation offensivement, on aura vu deux petits sites de Raya, mais on a vu, je vais pas dire bizarrement, mais on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment Point Mm. qui, on va y revenir un peu plus tard dans l'épisode, va amener le premier but, mais Havertz n'est pas passé loin, Rice n'est pas passé loin, Gabriel s'y est aussi essayé. Euh, Moi, j'ai trouvé, et c'est là où, encore une fois, d'avoir 80% de possession, on s'en fout, puisque en première période, le bilan statistique de la possession de balle, c'est quand même une domination très légère. Je crois que c'est 52 pour Sunderland et 48 Mm. pour Arsenal. Donc, on a su, non, euh, sans être dominé ou grossièrement dominé, et en étant, alors je vais dire dangereux. Oui, on est un peu plus dangereux que Sunderland quand même. Et en tout cas, c'était une première mi-temps, une première période, pardon. Corentin, je sais que c'est important pour toi de dire première période et pas première mi-temps. À chaque fois, je me mets des gifs, tu sais. Mais une première période, je trouve vraiment assez atypique depuis de ce qu'on a l'habitude de voir cette saison. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai vu le match de façon différente, mais voilà, j'ai trouvé une vraie différence, une vraie rupture avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Ouais, c'est vrai que à domicile en plus, c'est rare de voir qu'on n'a pas la possession de balle, enfin du moins plus de 50 ou plus de 60%. Mais en plus, ouais, si je te rejoins, mais dans le sens quand même où c'était quand même un peu c'était un peu chiant, on va pas se mentir, jusqu'au but de Zubimendi. En fait, on avait des occasions, mais pas vraiment de d'occasions nettes, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Je trouve que c'était compliqué d'ouvrir le verrou parce qu'ils n'étaient pas non plus en bloc bas, mais je pense que ils avaient quand même bien préparé leur coup en première période, mais on a quand même su faire les mouvements qu'il fallait au bon moment. Je pense notamment à Calafiori, toujours quand il plonge là dans cet espace-là qui crée des décalages. Et je pense que c'est cet aspect-là que je vais retenir moi de la première période, parce que à part ça, je trouve qu'on aurait pu faire mieux, notamment dans le rythme. C'est ce que je m'étais noté, ce que je me suis noté. En fait, je trouve qu'on fait très peu on essaie très peu de jouer vite ou de faire des décalages en une touche de balle. Et c'est ce qui fait que des fois, en fait, c'est assez pénible à regarder, quoi, dans le sens où ben, on va pas assez vite pour créer des décalages. Donc voilà, c'est un peu le point négatif que j'avais sur la première période, mais sinon, jusqu'au but, voilà, je trouve qu'on s'est un peu ennuyé quand même. Louis, ton ressenti sur cette première période? Moi, j'étais assez marqué par l'intensité de l'adversaire. On n'en doutait pas trop parce que déjà au match aller, on s'était fait un peu bouger. Mm. Mais là, à domicile, on sait qu'ils sont pas non plus très performants à l'extérieur et que voilà, ils restent sur une série assez négative. Je m'attendais à une entame beaucoup plus prononcée et impactante. Finalement, comme tu dis, on était sur une sorte de faux rythme où il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de fautes, notamment de notre part. J'ai trouvé notre défense assez nerveuse, notamment Saliba en début de match face à Brobé, leur neuf, qui nous a beaucoup embêtés par son jeu de corps. Donc c'était une première mi-temps, ouais, jusqu'au but où on maîtrise sans trop maîtriser et on est assez passif. Et tu sens que l'erreur peut arriver des deux côtés. Donc c'était une entame assez particulière, comme bon, on a l'habitude avec nos Gunners. Euh, première période où en plus de ça, j'allais dire, la première frayeur, elle vient quand même du côté de Sunderland,
puisque très tôt dans le match, à la huitième, je crois, il y a sur un centre, je vais pas dire anodin, mais sur un centre, Raya dans les airs, on voit qu'il gueule keeper, donc en gros, les gars, j'y vais. Belle petite faute de main quand même. Ça revient dans les pieds de Broby, je crois. Et Havertz, qui était revenu, la dégage. Alors, à mon avis, je pense qu'elle n'est pas cadrée, mais Havertz, ouais, présent. Ben, là, tu te dis, le mec, il est de retour, tu vois. C'est-à-dire que tu retrouves le Kai Havertz de 2024-2025 qui Mm. a un rôle offensif, mais qui est quand même très, très utile sur les phases défensives. Et ça fait plutôt plaisir. Et Raya, pour le coup, m'a fait un peu flipper. Je me suis rappelé, tu sais, quelques démons comme ça sont revenus. Et Raya aujourd'hui, ouf, Ouais, un peu compliqué. Et vous avez remarqué que sur le Discord, je n'ai absolument rien dit. c'est vrai. C'est C'est vrai. bravo à toi, Raoul. Mais bizarrement, personne ne m'a chauffé non plus. Moi, j'étais prêt, hein. C'est une belle preuve de maturité quand même, Ouais, Raoul. bah écoute, hein, Là-dessus, vu mon âge franchement. avancé. Mais Et, euh, et donc, je crois que c'est lui qui parlait de Saliba assez nerveux. Je suis d'accord avec toi. Il y a il va prendre un carton jaune avant la demi-heure de jeu, ce qui est assez pénalisant pour un défenseur central. On a la frappe enroulée de Rice qui passe vraiment, vraiment pas loin. Si ça là, elle rentre, hmm, aïe, aïe, aïe. Et ouais. puis, premier tir cadré, je crois que c'est 35e Gabriel Jesus, qui rentre côté gauche, frappe enroulée du droit, mais clairement pas assez dangereuse pour inquiéter Hmm. Sunderland. Et finalement, juste avant la mi-temps, sur une action, alors c'est super intéressant parce que ça part du côté gauche avec Trossard, qui va fixer son défenseur en un contre un. Et je sais plus quel joueur de Sunderland fait le choix d'aller prendre à deux Trossard et va libérer Zubimendi, passe en retrait de Trossard et Hmm. Zubimendi dans un angle assez. Je trouve la frappe, elle est magnifique, elle est à ras du poteau, elle touche même le poteau, c'est poteau rentrant, mais la trajectoire, elle est juste sublime. Et puis, ben, ça nous fait une ouverture du score juste avant la mi-temps avec la petite célébration. De Zubimendi en hommage entre guillemets à Merino, même si il n'est pas mort, hein, il est que blessé, mais entre Espagnols, voilà, on s'est fait un petit clin d'œil. Et puis finalement, ça va nous permettre d'arriver à la mi-temps avec cet avantage d'un but et qui fait du bien finalement. C'est voilà, on va dire le plus dur est fait. On a ouvert le compteur, on a ouvert le score, et puis après, tu te dis qu'il n'y a plus qu'à gérer si tu veux remporter les 3 points. Ce but ou cette fin de première mi-temps, messieurs, Ouais, c'est un but qui vient, comme tu dis, nous un peu débloquer la situation parce qu'on n'a pas été très dangereux jusque-là. T'as parlé de la frappe de Rice ou celle de Jesus, mais à part ça, on n'a quand même pas mis beaucoup d'intensité en première mi-temps pour vraiment faire la différence. Et c'est ce qui nous a manqué finalement. Donc ce but, il vient un peu de nulle part. C'est aussi une option de jeu assez surprenante, hein, une frappe de loin. Euh, il en avait mis une belle contre Nottingham en tout début de saison, donc c'est dommage de pas plus s'appuyer sur ça dans des configurations face à des blocs bas. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Euh, Arteta était sans doute énervé qu'on n'aille pas pousser le ballon au fond des filets avec un jeu à 10 passes. vous rentrez Bon, avec le ballon, les gars. Vous rentrez avec le ballon. c'était ça parfois, hein. Mais bon, à part ça, je trouve cette fin de première mi-temps assez maîtrisée quand même. On est serein, un peu plus serein qu'au début de match, donc on est récompensé. Et je trouve cette efficacité assez bienvenue, comme face à Leeds finalement, où on fait un début de match assez poussif et on marque sur quelques actions, donc c'est bien. Ouais, en fait, une frappe de loin, ça fait plaisir, quoi. Et puis, comme tu disais, Raoul, je crois que c'est le fait, en fait, qui monte sur Trossard et du coup laisse Zubimendi libre. Et franchement, la frappe, elle est très, très propre. Elle est sèche, Ah, premier c'est poteau, là, comme ça. chirurgical. Et, franchement, je la voyais pas cadrée. Et franchement, elle rentre, donc
top. Et ouais, ça fait plaisir quoi, de voir la spontanéité comme ça dans la frappe. Je pense que c'est ce qui nous manque aussi pour briser les blocs bas. On l'a tenté quelques fois cette saison. Il y a un but d'Odegaard comme ça, je crois, qui marque en dehors de la surface. Mais je trouve on essaye trop peu à part ça sur ce genre de situation. Et du coup, ça a complètement modifié les plans de Sunderland qui étaient obligés de s'ouvrir beaucoup plus en seconde période. Ils nous ont bougé, mais de notre côté, en contrepartie, on a pu exploiter les espaces qu'ils nous ont laissés derrière, quoi. Ouais. Et cinquième but de Zubimendi en PL, son sixième de la saison. Ouais, Et j'en avais parlé juste avant. J'ai parlé de la frappe de Rice. Et juste avant la mi-temps, on va quand même revenir sur cet enroulé de d'Havertz qui, encore une fois, qui passe vraiment pas loin. ouais, je Et, le voyais dedans. ouais. Et Ouais. je pense vraiment que. Alors après, il y a la précision technique, mais je pense que l'appel de Madueke est le bon, puisqu'il écarte le jeu. Je pense que l'appel de Jesus, il est trop tôt. Parce qu'il vient Ouais, aussi couper, passer devant Havertz. Et je pense que Havertz cherche à aller fixer un peu plus. Mais après, voilà, franchement, l'enroulé, s'il est dense, c'est juste trop bien. Kai, fais-moi l'amour, épouse-moi, quoi. Non, mais franchement, en fait, tu vois que voilà, il y a du ballon, quoi. Et tu vois, si on doit faire une comparaison, alors les absents ont toujours tort, etc. Mais cette occasion-là, tu mets Ødegaard, elle est complètement différente. Le mec, tu peux être sûr que Ødegaard, il va faire 3 fois le tour de lui, il va aller chercher Madueke au mieux, ou alors il va revenir chercher, je sais pas qui, Mais peut-être il aurait pas Zimmer. tiré, c'est sûr. Ouais, non, non, ouais, Il aurait pas tiré, il aurait cherché à passer ça, à il l'attend l'intérieur. pas, tu vois, à Madueke, ou alors il aurait mis le pied sur le ballon en disant ça va être la mi-temps, on contrôle. Du coup, je vous le disais, 1 but à 0 à la mi-temps. Un quart d'heure après, le temps de se rafraîchir pour les supporters qui étaient au stade. On va peut-être aussi saluer Batistou, qui Tout à fait. ce, je vais dire un gros mot, ce collègue qui était au stade et qui avait quand même une place assez sympa. Euh, Retour de donc deuxième période et là pendant quasiment 20 minutes, assez compliqué. Mais comme on a malheureusement assez souvent l'habitude de le voir, c'est-à-dire que l'adversaire va forcer un peu plus. Alors, encore une fois, sans vraiment être très, très dangereux, même si il y a cette frappe je crois que c'est Talbi qui frappe Oui. et que Raya repousse. Mm. Très bel arrêt de Raya pour le coup, faut-il le souligner. Euh, et puis après, moi j'étais assez surpris. Ça faisait la deuxième fois que avant l'heure de jeu, Arteta va faire ses 2 premiers changements. Et alors, Corentin, je vais te demander d'être encore un peu patient parce que je sais qu'on va être en désaccord et qu'il va y avoir un vrai débat. Mais il va y avoir le premier double changement côté Gunners avec la sortie de Gabriel Jesus remplacé par Gyökeres et la sortie de Madueke remplacé par Martinelli. Martinelli pardon, et Gyökeres, oh, j'ai du mal, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans cette deuxième période pour le troisième but. On peut peut-être faire juste une parenthèse avant de continuer sur l'heure de jeu de Gabriel Jesus. Ouais. On Personnellement, peut. tu enlèves sa frappe enroulée en première période ou ok, Il se passe rien. j'ai pas du tout aimé son match. Mais en fait, il se passe rien en fait. C'est-à-dire il était pas dans le jeu, il était un peu Bah, il déconnecté de tombe. l'équipe, j'ai trouvé. Il tombe et il est tout le temps hors jeu, ce qui est quand même, et ça m'épuise parce que c'est pas la première fois en plus. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Il y a des matchs où il est étincelant, il y a des matchs où il est complètement éteint. Et ouais, son match, il m'a un peu déçu quoi. Donc Bon, bizarre. si c'est que un peu, visiblement, il y a d'autres qui sont plus déçus que lui. Donc, mais reste patient, calme-toi. Louis, le match de l'heure de jeu de Jesus.
Ouais, moi, je suis assez déçu de sa performance. On se disait que voilà, il est titulaire, il avait enfin la possibilité de s'imposer par rapport à Gyökeres. C'est vrai que le duel est encore ambigu. On ne sait pas qui sera vraiment le titulaire indiscutable. Et il sortait de bonnes rentrées depuis quelques matchs. Et à chaque fois qu'il est titulaire, on est un peu en suspens. Donc, euh, pourtant, l'équipe en face a pas refusé le jeu. Il y avait Hmm. des espaces, il y avait de quoi combiner avec Havertz. Moi, je trouve qu'Havertz, on l'a assez peu vu avec Jesus ensemble. Donc, c'est une relation qui, pourtant, assez ancienne. Donc, c'est assez étonnant. C'est un match assez frustrant pour lui. Il a rien proposé, il a rien créé. Alors que c'est pas, on avait des ailiers qui avaient envie de créer du jeu. Donc, je comprends pas trop son match finalement. Ouais, il était un peu à contretemps et c'est une occasion perdue pour lui de s'imposer, surtout quand tu as on va dire ton Concurrent rival et direct. Hmm. ton concurrent direct, voilà, qui rentre et qui met 2 buts en 15 minutes. Donc, voilà, difficile. C'est un peu comme en Formule 1, finalement, ton coéquipier, c'est ton premier adversaire, tu vois. C'est ça, ouais, Euh, complètement. j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, voilà, j'ai retrouvé. Euh, Moi, je pense que l'association Havertz-Gabriel Jesus va être très compliquée. Euh, Quel que soit finalement, parce que je vous ai présenté la compo en 4-2-3-1. Je pense que j'aurais presque pu vous l'annoncer comme un 4-4-2, comme on l'avait fait contre le Leeds, Kherat Almaty, avec où on avait Gyökeres et Havertz. Alors, dans un 4-4-2 où on avait Havertz qui tournait autour de Ouais. Gyökeres. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un 4-2-4. Finalement, c'est un 4-4-2 avec les milieux de Oui, terrain oui, un peu oui. plus haut. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Et, et moi, je pense que dans ce schéma de jeu-là, l'association Havertz-Gabriel Jesus est trop compliquée si Jesus ne change pas son jeu. Parce que Jesus a envie de participer au jeu. Jesus, c'est pas l'attaquant de pointe, c'est pas l'attaquant qui va fixer la défense. C'est un attaquant qui va redescendre, qui va aller chercher les côtés. Et moi, je pense que quand Havertz est dans cette position-là, et tant que Havertz ne sera pas en neuf, je pense qu'il va jouer un petit peu autour de l'attaquant, il a besoin d'avoir un point de fixation devant. Et ça, Gyökeres l'avait très bien fait lorsqu'ils avaient été associés. Et je pense que la difficulté, elle est là. C'est un avis très personnel, encore une fois. Et que ce binôme-là va avoir du mal à s'exprimer. Il s'exprimera techniquement, parce qu'ils ont une aisance tous les deux, balle au pied, dans les petits espaces que Gyökeres n'aura pas face à Gabriel Jesus. Mais sur un match de ce type-là, j'ai trouvé qu'on a manqué de fixation, on a manqué de. Quand je parle de profondeur, c'est-à-dire que on a très peu vu Gabriel Jesus faire des appels dans la verticalité, sauf sur l'occasion où il est hors jeu d'un poil de nez. Pardon. Euh, Vous avez vu, hein? Ah, je Fort, réfléchis avant. fort, fort. Très Je fort. réfléchis. J'espère que celui dont on ne prononce pas le nom verra mes efforts de pas dire de gros mots. Mais ouais, je pense que c'est très, très compliqué. Je sais pas si vous êtes aligné avec cette Mm. analyse ou ce point de vue. Moi, j'étais en train de me poser la question là pendant le match, c'est quand Odegaard va revenir, sachant que là, ça y est, Havertz a bien enchaîné et est capable d'être, et à mon avis, sera titulaire allez, 90% du temps, tellement Arteta adore ce joueur. Comment ça va se passer la cohabitation entre Odegaard et Havertz? C'est-à-dire, est-ce que Havertz, du coup, va remonter en numéro 9 et on va plus voir Jesus et Gyökeres? Et du coup, on perd un peu En gros, tu ce. sacrifies qui? Hmm. Ah ouais, on perd du coup un peu ce duo d'attaquants Gyökeres Havertz qui pour moi est prometteur, je trouve, est beaucoup plus prometteur que Jesus et Havertz. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc c'est la question que je me posais là tout à l'heure et franchement je vois pas comment on peut faire quand il y aura Odegaard, Saka, Havertz et qu'est-ce qu'on fait de Gyökeres et Jesus quoi. La problématique, bah, tu fais déjà un choix quand tu dis ça. Ça veut dire que toi, pour toi, tu remets de garde. Moi, la Mais problématique, pour moi il va revenir, c'est sûr et certain. oui, mais la Connaissant problématique, elle est Arteta, au niveau elle est sur le niveau de jeu des joueurs.
C'est-à-dire que là, Gyökeres, il reclaque un doublé. On va faire une petite parenthèse un peu plus tard là-dessus, Mm. mais il est en forme. On ne trouve pas plus facilement qu'avant et il n'est pas devenu Zidane en 2 matchs, mais force est de constater que ça fonctionne. Oui. Euh, et Ødegaard, avant sa blessure, bah, c'était pas. Bah, voilà, après, je vais le dire, moi, Ah c'était pas mais ouf, tu vois. Odegaard fait pas du tout une grande saison, mais le problème c'est qu'il dans la tête d'Arteta, il est tellement important au système et à l'équipe que je me demande si Arteta est capable de le mettre sur le banc pour cause de mauvaises performances. Ouais. Après, si C'est pas grand-chose. effectivement, et ça c'est la petite crainte que j'ai, Arteta n'est pas capable de faire des choix forts, dans le sens mettre Ødegaard sur le banc tel un remplaçant, sans parler de reprise douce par rapport à Oui, sa oui, blessure, oui. etc. Mm. Je pense à ce moment-là que l'on aura Ødegaard à son poste, on aura Havertz en neuf et Gyökeres qui rentrera dans la dernière demi-heure. Je suis quasiment persuadé. Et là, du coup, pour moi, ça sera Gabriel, je suppose, Gabriel Jesus qui en paiera les frais. Euh, du coup, donc là, on est à l'heure de jeu, double changement. 66e, hop, but de Gyökeres. Alors, ce qui fait suite à une énorme phase offensive Mm. d'Arsenal Oui. où j'ai arrêté de compter les fans de corps de Trossard. Parce que finalement, sur la vraie occasion, ou en tout cas la première occasion où on laisse, là aussi ça m'a énervé, on laisse Trossard seul sur son côté gauche, on voit encore une fois, je reviens sur ce côté du poste des latéraux qui rentrent dans l'axe. Quand Trossard essaie de déborder et qu'il est quasiment arrêté et qu'il commence à faire ses fans de corps, en fait, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui dédouble dans son dos. Mm. Et là, tu regardes, tu cherches Calafiori, et ben il est au point de pénalty et il attend le Oui, centre. il est Tu en vois, non mais Ouais, c'est ouais, vraiment dans ces phases de jeu-là, ça reste très problématique les latéraux inversés. Vraiment, hein, je crois que ça va être mon leitmotiv de toute la saison. Parfois, ça peut très bien fonctionner, mais je trouve que côté droit, on a aussi manqué d'un Timber qui est dédoublé avec Madueke. Les deux latéraux étaient quand même très très axiaux et sur un ballon finalement récupéré par Sunderland et mal relancé par Lefebvre, je crois. Donc récupéré, la balle revient dans les pieds, je crois que c'est Trossard qui la récupère, ouais, trop ça, qui ouais. la redonne à Havertz, Oui. et Havertz qui la centre à Gyökeres, alors qu'il va faire un contrôle dégueulasse, mais pur but d'attaquant, c'est-à-dire que je mets mon poing en avant, je frappe la balle, il met un missile. Mais en fait, c'est Gyökeres, c'est la définition. Tu veux savoir Ouais, ouais. Gyökeres, quelle est Et sa en- qualité, tu montres ce but-là, C'est ce bah qu'on veut. voilà. C'est QFD, emballer, c'est peser. Et en tout cas, ben, encore une fois, belle interaction entre Havertz qui trouve Gyökeres et je vous l'ai dit je crois que je n'en ai pas parlé dans le podcast. Il y a deux choses que je vous ai dit en off dans le Discord. Je vous ai dit que le binôme Gyökeres-Havertz allait faire du mal et je vous ai dit que Gyökeres terminerait à plus de 20 buts. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Mm. Voilà. Et Nitina, elle m'a dit, même toute compétition confondue, c'est pas possible. Je maintiens ce que je dis et je l'annonce d'un coup de canon. Voilà. Sans Très aucune bonne imitation. condescendance, je le précise. Il n'y a pas de condescendance de ma part, mais j'affiche mes idées et puis on Non, mais verra si l'avenir me donne raison ou pas. Du coup, ce deuxième but, Louis. Ouais, il arrive à un moment où on a un gros temps fort et on a parlé un peu de ce positionnement étonnant de nos latéraux. Moi, j'étais assez choqué que Trossard, pendant 45 secondes, il a eu un contre un face à, je crois que c'était Mukiele. Il tente ses gestes et personne ne bouge pour lui donner du soutien et attend, je sais pas, un centre, un dribble magique et tout le monde le regarde. Ils sont quoi, 5 ou 6 à attendre le centre. Mais les gars, c'est un jeu collectif, donc à un moment donné, il va falloir dézonner, changer de positionnement. Et c'est vrai que là, les latéraux aujourd'hui ont rien apporté offensivement, pratiquement. J'ai peut-être 2, 3 situations, mais rien de transcendant. C'est vrai que Arteta s'entête un peu avec ce dispositif qui en plus nous met en danger sur les phases défensives vu qu'ils sont trop hauts. Donc j'espère voir du changement à ce niveau-là. Mais la persévérance de Trossard finalement nous amène à ce but et j'aime le jeu direct qu'on apporte. Voilà, en 2 passes, c'est plié.
Et voilà, chacun sans le but, chacun sans son coéquipier et Gyökeres avec toute son élégance euh, nettoie la cage. Donc en plus, enfin, ça avait l'air d'être un de ses premiers ballons, donc c'est aussi bien pour lui de direct être efficace. Donc ça récompense, comme la première mi-temps, ça récompense finalement une période qui est assez moyenne, un peu chiante, mais on passe devant, on fait le break, un peu comme contre Leeds finalement, où on retrouve un peu le même type de match, voilà, sans transcender, sans briller, on est efficace et on était un peu plus serein aussi qu'en première période, donc ça c'est positif. Quentin? Ouais, c'est vrai que Gyökeres, c'est pas techniquement, c'est pas la folie, mais je préfère vraiment ça à l'heure de Jesus, quoi. Ah C'est-à-dire ouais, Ah que oui. complètement. lui, voilà, il est au bon endroit, et puis quand il faut mettre la frappe, il la met, et même si c'est pas sur les côtés et tout, c'est tellement fort que le gardien, bah, il la touche, mais ça part quand même dedans, tellement c'est boulet de canon. Donc, ouais, moi, je me demande en fait si Gyökeres, c'est pas voilà, un joueur de sortie de banc comme ça, où il va user la défense avec son physique et il va profiter des espaces. Et, enfin, sur le deuxième but, on va en reparler, c'est un peu comme ça aussi, où il a fait vraiment du mal à la défense, je trouve, à partir du moment où il est rentré jusqu'à la fin, il a été vraiment très très intéressant. Donc moi, je préfère largement les 30 minutes de Gyökeres à l'heure À de l'heure de Gabriel jeu de Jesus. Gabriel Jesus, ouais. Oui, très clairement. Juste après ce but, deuxième double changement de la part d'Arteta, avec la sortie de Kai Havertz remplacé par Eze et la sortie de Calafiori. Alors, Richard, je m'en excuse, mais Calafiori, il va prendre aussi, hein, je précise, par Hincapié. Et finalement, bah, il reste deux faits marquants. Marquants, ouais. Parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux et on n'a pas le droit d'être en bonne santé à Arsenal. Donc, il y a eu un jour dans le calendrier où on a pu voir sur les réseaux nombre de blessés, zéro. Zéro. Ouais. Le lendemain, Merino, il se pète le pied, faut l'opérer. Le jour d'après, ah, c'est bref. Et là, du coup, bah, Trossard, il a décidé d'aller rejoindre ses amis. Alors après, j'ai pas regardé Je les pense pas interviews qu'il soit. d'après-match. Je sais pas ce qui se passe. Ça Je pense sent pas que pas ça passe bon très bien. pour les 15 jours à Matter of the venir. days. Ouais, ouais. Matter of Days, ouais. Parce que là, je pense Dans que six mois. ça a l'air d'être la cuisse. Et à mon avis, je pense 15 jours minimum. Ouais, minimum 2 mois. Il faudrait pas que ça dure trop trop longtemps non plus, mais On sait jamais. On aura la communication dans 2 semaines déjà, c'est bien. ouais. Et deuxième fait, bah, c'est la sortie. Donc Trossard sort sur blessure et remplacé par Nørgaard, que j'aurais adoré voir dans ce match un peu plus tôt. Ouais. Mais faut-il croire que on a besoin d'avoir des blessures pour qu'il rentre. Et puis, dans les toutes dernières minutes de jeu, parce que Sunderland pousse encore un petit peu pour mettre ce but, et sur un contre rapide, Martinelli est lancé plein axe, course de 80 mètres, comme il sait le faire. Il remporte quand Peut-être même deux duels. Non, mais peut-être il remporte quand ouais. même des Ah, il se duels. le fait quand même, Oui, hein, il va le oui, chercher. oui, oui, oui. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait personne devant lui. Il va quand même Oui, gagner oui. un duel. Après, il pousse la balle très loin, mais il fait du Martinelli. Et puis, bah, d'un côté, tu avais la classe d'Averse contre Chelsea qui avait aussi cette solution côté gauche. Bah, c'était d'ailleurs Martinelli la solution. Mais Martinelli qui avait fait une course un peu trop rapide. Et je pense que si Havertz lui la met, Martinelli est hors jeu. Je pense. Et donc là, du coup, Martinelli, Gyökeres accompagne la folle course de Martinelli. Martinelli qui va lui la donner. Mais il ne met pas un caviar, hein. Vraiment pas. Non. Non. Et du coup, du pied gauche. Voilà, comme ça, il fait doubler pied droit, pied gauche. Euh, pousse. Met la balle au fond des filets. Ça fait 3-0. Ça sera le score final. Doublé donc de Gyökeres, je vous le disais. Et puis, bah, clairement, un Sunderland volontaire, mais qui aura pas eu les armes pour défier cet Arsenal-là, qui n'a pas été un grand Arsenal, mais qui a été un bon Arsenal, en tout cas très, très costaud. Clean sheet pour Raya. Vous avez vu, j'ai pas parlé de sa sortie. C'est vrai.
j'en parle quand même finalement, Allez, mais allez, elle vas-y. m'a fait flipper. Non, mais elle m'a fait vraiment flipper. Oh, Et, on a tous très peur, je pense. et je crois qu'il a flippé avec, parce que tu vois qu'à la fin, il s'excuse, etc. Mais clean sheet, et je crois que c'est son 13e, si je me trompe pas. C'est le 13e, ouais. Le record déjà de la saison dernière est égalé. Voilà. Ouais, on va aller, C'est ça va être un autre record qu'on va aller chercher avec le quadruplé, Ouais, c'est sûr. Inch'Allah. Et, Inch'Allah. euh, et victoire 3 buts à 0. Et puis là, du coup, coup de sifflet final. Et puis ce coup de sifflet final de l'arbitre sonne, messieurs, l'heure des dossiers. Alors, le premier du jour, mais le premier du jour, non, c'est clairement pas le premier du jour, le premier dossier du jour. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la prestation de Calafiori, qui aura joué à peu près 70 minutes, je crois, euh, que j'ai trouvé assez fébrile. On pourrait dire la même chose de Saliba, sauf que Saliba a quand même été au combat et a quand même remporté pas mal de duels. Et Calafiori, je l'ai trouvé pour son retour en tant que titulaire. Je l'ai trouvé très en dedans, on va dire ça comme ça, défensivement parlant, tout d'abord, parce que ça reste un défenseur et que c'est quand même ce qu'on lui demande en premier. Et ensuite, offensivement, parce que on se rappelle tous le binôme Calafiori-Trossard qui fonctionnait en fin 2025, où on avait Trossard, on avait tous les superlatifs pour notre Belge, bien aidé, on l'a souvent souligné par une activité assez folle de Calafiori, parce qu'il y avait cette folie aussi dans son jeu et que j'ai pas retrouvé. Alors encore une fois, hein, on n'est pas, c'est pas un tribunal, mais ouais, personnellement assez déçu, pas très déçu, mais assez déçu de la prestation de Calafiori. Et du coup, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Alors moi, je trouve que, ok, je suis d'accord avec toi sur l'aspect défensif. Ok, je pense que j'ai trouvé, comme toi, je l'ai trouvé très fébrile et je pense que c'est principalement dû au fait qu'il n'avait pas été titulaire depuis, je crois que j'ai regardé, c'est 12 matchs, quelque chose comme ça, entre 10 et 12 matchs, je sais plus exactement. Donc je pense qu'il a un peu perdu ses repères défensifs et il y a le péno qu'il concède là contre Kairat aussi qui n'était pas, qui était pas glorieux. Mais je trouve Ouais, qu'offensivement, c'est par vrai. contre, je trouve que offensivement, par contre, si on regarde bien, le premier but de Zubimendi, il arrive grâce à la course qu'il fait dans la surface. C'est-à-dire qu'à un moment, Calafiori il s'infile dans la surface. Et c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui le suit. Après, il y a un autre joueur donc, qui fait l'erreur. Je crois que c'est Lefebvre qui monte sur Trossard. Et du coup, ça libère totalement Zubimendi. Et sans cette course-là de Calafiori, je pense que le but n'aurait pas eu lieu. Et il fait exactement la même chose sur la frappe de Rice. Je crois que c'est 5 minutes avant où vraiment Rice est pareil, est libéré de tout marquage. Et c'est vraiment, si on se concentre sur Calafiori, c'est grâce à cette course-là. Donc je pense qu'offensivement, il est toujours important. Mais après, c'est vrai que défensivement, il y a il faut qu'il se remette la tête à l'endroit. Mais je pense qu'offensivement, par contre, je trouve qu'il a été quand même intéressant sur ce match. Louis, ton avis sur la Bah, prestation de notre Italien? après, j'entends quand tu dis qu'il a été intéressant offensivement. Moi, je l'ai moins perçu. Et c'est vrai que bon, quand il fait des appels et que il attire les défenseurs, c'est sûr que c'est intéressant et ça déstabilise. Mais dans ce cas-là, tu le mets ailier gauche et pas défenseur, parce que ce qu'on attend d'un défenseur avant tout, c'est quand même qu'il soit impérial. Euh, de l'autre côté, Timber, même si je trouve qu'il fait pas un très grand match, au moins défensivement, ça a été vraiment très bon. Et au-delà de dire qu'il a eu du mal, j'ai vraiment trouvé mauvais défensivement, que des mauvais choix. Il perd tous ses duels physiquement, des dégagements un peu comme si on était à la 90e et qu'on menait un 0 alors qu'il n'y avait pas un grand danger en face. J'ai pas trouvé que Sunderland avait réussi à mettre de grosses séquences offensives. Mais c'était à l'image de l'ensemble de la défense. C'était pas que lui, mais lui en particulier, à chaque fois, ça balançait des ballons au milieu du terrain. Enfin, surtout en première mi-temps, où je trouve, et dans le début de la seconde, où on a un petit temps mort, où on se fait un peu bouffer, euh, je trouve qu'il contribue à ce déséquilibre et comme tu l'as dit avec ce penalty provoqué contre Kairat, c'est des erreurs finalement
euh, à ce niveau-là, bah, il faut pas les commettre, même si tu reviens de blessure. Bah, si t'es pas prêt, tu joues pas. Donc voilà, on avait une Capier qui revenait assez bien contre Leeds. Pourquoi pas le laisser enchaîner? Donc voilà, c'est sûr que c'est la victoire est là, donc on va pas se plaindre. Mais dans les gros matchs, faut faire gaffe quand même de Calafiori. Et je lui souhaite de revenir à son meilleur niveau qu'il avait en début de saison. Par contre, ça, c'est s'il est à ce niveau-là, il sera injouable. Ouais. Les gars, c'est Batistou sur la photo là? On voit pas, Ah, c'est flou. on va pas la Bah, il y a Batistou qui nous envoie une photo avec Rice. Ah, ben oui, c'est lui, ouais. Mais comment il a fait pour arriver là, lui? Une bonne Ah Ouais. ouais, question. on va dire qu'on est content pour lui, hein, les gars? Il a du réseau. Il a Bah payé, je sais pas combien. ouais, Batistou partage. Hein. Ok pour Calafiori. Ok. Moi, il y a vraiment une stat, je l'ai mis dans le Discord, voir si quelqu'un peut être éventuellement réactif, mais je sais même pas si on peut trouver ce genre de stat-là. J'aurais bien aimé connaître sur ce match-là le nombre de centres faits par Calafiori et Timber pour voir l'activité des latéraux en tant que vraiment latéraux. Je sais pas si c'est des stats qu'on peut trouver via certains sites, mais voilà. Euh, le deuxième pardon, dossier du soir, ou du jour, pardon, il va arriver naturellement. Et pour l'introduire, messieurs, je vous propose qu'on commence par les flops. On va commencer la phase des flops et des tops. On va commencer par les flops. Je sais que Corentin, il attend ça depuis à peu près 40 minutes qu'on enregistre. Du coup, Corentin, je suppose que tu as envie de commencer? Oui. Oui, Alors, le premier flop, pour ma réfléchis bien. part. Allez, on t'écoute. Alors, pour moi, ce sera Madueke. Alors, pourquoi Madueke? Je vais expliquer pourquoi. Je trouve que Madueke, on en a souvent parlé, de toute façon, dans les podcasts, et je l'ai souvent défendu sur ce point-là, c'est qu'il apporte de la verticalité et vraiment une, une sorte d'attaque directe que Saka n'a pas, qui des fois fait plaisir à voir. Tant Saka, des fois, il va pas chercher la passe risquée, il va pas chercher le dribble risqué. Madueke le fait tout le temps. C'est-à-dire que des fois, c'est plaisant de voir Madueke parce qu'il bouge, il remue, il passe souvent en plus en contre un. Donc ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est l'une des grosses qualités de Madueke. Après, là où moi, ça commence à vraiment m'énerver, c'est son dernier geste. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, je trouve qu'il ne progresse pas sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il va faire son dribble, il va faire son débordement, et derrière, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la passe, soit la passe est ratée, soit le centre est au mauvais endroit. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, il fait que ça, quoi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois où Madueke passait son vis-à-vis, je me disais, bah, il va rien se passer derrière. Et ben là, ça a pas loupé aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'énerve avec Madueke. Donc moi, franchement, quand je vois un match comme ça, je me dis, bah, Saka, il a vraiment pas à s'inquiéter, quoi. Il va revenir, Saka, et puis il va rester titulaire, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça un peu qui m'énerve avec Madueke. Louis, je connais pas ta position, donc n'oublie pas que on accepte la critique dans Coup de Canon et que tu t'adresses à ton Oui, président. N'oublie pas. j'emploierai un vocabulaire. Non, mais surtout, tu rentres pas trop dans Corentin non plus si t'es pas d'accord. Non, Si Non, t'es je d'accord, mais suis c'est ok. d'accord, président, vous avez raison. non, mais en plus, Madueke, c'est le chouchou de Louis, alors. En plus. Non, je te trouve dur quand même parce que je comprends ce que tu dis parce que oui, il a du déchet encore ce soir et il est pas toujours pertinent dans le dernier geste. Mais là où je l'ai trouvé, je suis, je vais plutôt le défendre, c'est qu'il a été assez esseulé. On a parlé du positionnement de Timber qui apportait pas grand-chose dans le demi-espace et qui dédoublait pas. Le seul moment où il a dédoublé, en plus, Madueke lui fait une petite passe en profondeur assez bien jouée. Et donc déjà là, c'est sûr qu'il est un peu livré à lui-même, à devoir dribbler, à devoir forcer. Parfois, il se retrouve en 1 contre 3 et il n'y a personne, tu vois, comme Trossard de l'autre côté. Je trouve que le positionnement de nos latéraux en général bride un peu nos ailiers qui sont, voilà, qui sont contraints à balancer des centres un peu au hasard. Et de l'autre côté, comme Jesus a été un peu inexistant, il n'a pas pu se connecter aussi avec lui, alors que c'est plutôt un joueur qui va chercher les ballons, hein, Jesus.
Moi, je l'ai trouvé un peu esselé, contrairement à d'autres matchs où parfois il a vraiment l'ouverture, c'est à lui vraiment d'aller au bout. Là, je peux pas trop lui en vouloir. Il a encore beaucoup tenté. Et tu vois, dans le genre de match où Saka pourrait être esselé, je pense qu'un Saka, on le voit pas du tout. Et je pense pas qu'il fasse la différence. Là, au moins, il a essayé, il a dribblé, il a gagné son duel face à son vis-à-vis. Je peux pas lui dire que c'est un flop, tu vois. On a un joueur qui fait un match OK par rapport à d'autres. Et il a pas brillé non plus. Il a fait ce qu'on attend de lui. Et on attend encore, voilà, de passer ce step. Mais ça viendra aussi, comme Gyökeres, avec une connexion avec d'autres joueurs. Il peut pas faire tout seul, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mm. Après, si pendant 4 5 matchs, on a encore ça, bon, bah, je pense que je tiendrai les mêmes conclusions que toi. Mais c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Euh, cher président. Mais respect. Non, j'entends tes arguments, mais ce que je trouve marrant, c'est que en fait, j'ai pas. Alors, l'histoire de la finition de Madueke, on est tous d'accord là-dessus. Et quand tu me dis ça, j'ai encore cette image en tête où, dans le dernier match ou l'avant-dernier match, il a cette position dans les 16 où il veut frapper et la balle, elle part à Highbury. Non, mais C'est vrai, ouais. Mm. c'est un peu l'exemple type du problème de finition de Madueke. Et je repense je crois que c'est contre le Bayern qui met une pépite comme ça. Non, non, C'est c'était contre Bruges. C'est contre contre Bruges. Bruges, Bruges. ouais. Ouais, on a Mm. encore ce but en Un tête. but Waouh, exceptionnel, tu vois. exceptionnel. Mm. Clairement, oui, oui. Trop rare, mais exceptionnel. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'accepte ton avis, euh, c'est que moi j'ai trouvé, si je compare côté droit, côté gauche, j'ai trouvé l'activité de Madueke 10 fois supérieure à celle de Trossard. Ah ouais, carrément. Et je trouve que dans l'intensité des courses qu'il a faites, offensivement, mais même défensivement, notamment en première période, il est revenu arracher, récupérer des ballons euh, dans, dans une intensité qu'on ne connaît pas à Saka. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut vraiment qu'on ait un budget, Quentin, qu'on trouve un millionnaire qui aime bien ce qu'on fait et qui nous permette d'acheter les droits d'image, etc. Parce que j'aimerais tellement pouvoir illustrer des propos avec des images. Il y a une occasion en première période, elle m'a tellement frappé, c'est que il part côté droit, il dribble, il est coincé, il y a trois défenseurs devant lui, il revient et il montre du bras droit, il dit à Timber, tu dois être sur le côté. Et Timber ne bouge pas. Et en fait, quand tu n'as pas, et c'est la même chose pour Trossard, pour Martinelli, pour Saka, pour n'importe qui, quand tu n'as pas à un moment donné ce dédoublement ou cette possibilité de jeu en triangle, ça devient très compliqué pour un ailier, parce que Madueke, Trossard, n'importe qui, il y a très peu d'ailiers qui, sur 90 minutes, match après match, vont pouvoir gagner 100% de leur duel offensif et à chaque fois créer le danger. Donc, de là à le mettre dans les flops, tu comprendras qu'il ne sera pas dans les miens. Mm. Je trouve ça dur, mais voilà, après, de toute façon, il s'en fout, il nous entend pas, mais voilà. Et je sais que Nitinia, puisqu'on en a un peu parlé dans le Discord pendant le match, je sais qu'il a partagé ton avis. Et ce Mm. qui m'embête un petit peu, c'est que Nitinia était aux notes ce soir. Donc, et que Ouais. très discrètement, je suis allé voir les notes. Ah, Bon, mais bah, tu vois par contre, Trossard, tu dis que l'activité de Madueke était 10 fois supérieure à celle de Trossard, mais Trossard, il est 2 fois décisif sur la feuille de match. Enfin, il fait l'avant-dernière passe pour Havertz mhm. sur le deuxième but, il fait la passe D sur le premier but. Donc au final, le match que tu retiens, c'est celui de Trossard. Oui, Ok, c'est vrai que c'est la diff. ouais, mais bien évidemment, et on revient toujours au, entre guillemets, aux stats Ouais. ou aux facteurs décisifs. C'est comme quand je donne toujours l'exemple, Saka, l'année dernière, il pouvait faire 89 minutes dégueulasses. S'il marquait ou s'il faisait une passe de but, on disait, waouh, Starboy, trop bien. Voilà. Et en fait, c'est un peu. Je vais pas dire que ça me dérange, mais voilà, je pense que on a besoin, à un moment donné, d'avoir factuellement, effectivement, des statistiques en disant, voilà, Trossard, il a été impliqué sur 2 buts, et donc, du coup, il a ce facteur un petit peu décisif que n'a pas eu Madueke. Mais dans
l'implication dans l'équipe et dans le jeu, j'ai préféré, on va dire comme ça, la prestation de Madueke par rapport à celle de Trossard. Mais voilà, C'est je, ok. je pense que je dois être le défenseur pas des causes perdues, mais tu sais, je sais pas, à l'époque, j'étais le seul à soutenir Gyökeres, je sais pas, je dois avoir ce petit côté un petit peu humain que vous n'avez pas, cher président. Il est Louis, exigeant. Louis, tes flops, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur David, bien évidemment. Pas de souci, je respecte aussi les autres opinions, Maël. Pas de souci. Louis, tes flops, Je vais pas mettre Madueke non plus. Je pense qu'il fait un match vraiment, vraiment ok. attends, et pardon, Euh, excuse-moi, j'ai tellement fait le con que j'en ai perdu le fil. T'as dit Madueke, et après, t'avais qui, toi? À qui c'est à moi? Ah ben, Ouais, j'ai pas eu le Ah temps oui, du coup de dire. Ouais, du coup, on a fait que Madueke, d'accord. On a fait que ouais. Madueke, ouais. Ok, donc as-tu d'autres flops, Corentin, pardon? Oui, en fait, Excuse-moi, Louis. le deuxième, j'hésitais entre Saliba et Jesus. Mais je pense que je vais quand même partir sur Jesus parce que Saliba, ok, il a été fébrile défensivement, mais bon, au final, c'est un clean sheet, donc c'est un peu dur de le mettre dans les flops. Mais Jesus, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en troisième, je vais mettre, j'ai noté la tension sexuelle entre Arteta et Zubimendi. Alors, le mec Parce qui que, écoute le podcast pour la première fois et qui bizarrement rentre dans la voiture et arrive sur ce moment-là. parce que moi, j'en ai plus que marre de voir Zubimendi jouer 90 minutes. Ouais. Norgard, on le voit 3 minutes parce que Trossard se pète. Oui. C'est-à-dire que si Trossard il a rien, on voit pas Norgard. Et moi ça m'énerve vraiment à un point, ça m'énerve vraiment de pas voir Norgard plus que ça. Et Zubimendi il va jouer 90 minutes tous les matchs de la saison quoi. Et moi je comprends pas ce choix. Vraiment moi c'est un choix qui m'énerve d'Arteta cette saison. J'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé pardon, mais franchement. Faire jouer Norgard sur ce match-là que 3 minutes, alors que après le deuxième but de Gyökeres, tu peux le faire rentrer et qu'il joue une demi-heure. Franchement, Mm. ça me déçoit un peu, quoi. Et pour Norgard, ça fait chier. Et vraiment, pour Zubimendi, je vois pas l'intérêt, par exemple, de le faire jouer 90 minutes là aujourd'hui. Quand tu mènes 2-0. Non, je suis d'accord. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Euh, Ok, donc je note tension sexuelle entre Arteta et Zubimendi. Et Louis, lui, débrouille-toi ouais. avec toi, s'il te plaît. Quelle tension sexuelle t'a dérangé aujourd'hui? On va C'est plus ça. appeler ça des flops, en fait. Bah, la tension sexuelle avec Calafiori, non. Euh, Même s'il est très beau. C'est pour Non, Richard, ça. c'est ça. Non, ouais, Calafiori en premier flop, on en a parlé, donc je vais pas revenir dessus. Je rejoins encore Jesus qui a été assez fantomatique. Et en troisième flop, c'est vrai qu'il finit mieux Saliba, mais j'étais assez surpris et déçu quand même de sa première période. Et il a quand même finalement perdu son duel face à son vis-à-vis Brobbey, donc c'est assez rare de le voir en difficulté. Et bon, voilà, on va dire que ce sera une fois et voilà, un peu une exception, mais voilà, un petit flop. Mais même Diarra lui met un coup du sombrero sur Ouais, le jaune, donc il, il celui-là, prend de un toute petit façon, pont aussi, à un ouais, moment, il prend un petit pont par Taibi, ouais, Talbi. c'était pas beau à voir. Ouais. Ça fait quelques occasions quand même. Moi, mes flops, bah, vous l'aurez compris, hein, parce que on en a parlé juste avant. Il y a Jesus, forcément. Je suis pas très fan de son heure de jeu. Il y a Calafiori, pour tout ce qu'on on a dit avant. Et après, j'ai vraiment hésité entre Saliba et Raya. Oui, j'y viens. Euh, parce que Saliba, en difficulté dans le duel, mais il avait un sacré monstre physique en face de lui. Moi, c'est costaud, ouais. Et que c'est très difficile à défendre quoi qu'il arrive, parce que l'attaquant, mine de rien, il a fait un très très bon match dos au but. Et j'oppose ça au clean sheet de Raya, même si il me fait quand même flipper deux fois, alors que sur un match comme ça, je pense qu'il n'y a pas. Et que sur les deux fois où il fait flipper, en fait,
La sortie doit, tout le monde vante ses sorties aériennes, donc du coup, tu t'attends à ce qu'il la bloque et que voilà, mais visiblement non. Et sa sortie en deuxième période, pareil, m'a fait un peu peur. Mais vu que on vient d'égaler le nombre de clean sheets de la saison dernière, à contre-cœur, je vais mettre la charnière Saliba-Gabriel. Parce que je vous l'ai dit, je ne comprends pas qu'à un moment donné, sur des phases construites d'attaque, à un moment donné, on ne switch pas de défenseur sur l'attaquant. Voilà. C'est parce que Saliba et Gabriel étaient quand même très très proches. Et c'était quand même toujours Saliba qui se retrouvait. Alors, comme Litinel l'a signalé dans le Discord, comment il s'appelait l'attaquant Brownlee ou je sais pas comment là? Robé. Ouais, Brûlé, il allait Robé, ouais. souvent sur Saliba, mais je pense qu'il y avait un moment, il y avait une possibilité pour qu'à un moment donné, Gabriel aille compenser, parce qu'en plus de ça, Saliba avait un jaune. Mais c'est plus axé vers Saliba que vers Gabriel, bien évidemment. Allez, passons aux vraies tensions sexuelles et vos tops, messieurs. Sur qui avez-vous Euh, fantasmé aujourd'hui? alors, moi, j'ai mis en top, j'ai mis Rice, parce que sans qu'il fasse un match exceptionnel, je l'ai trouvé très très propre techniquement et dans l'attitude et tout, je trouve qu'il allait vraiment tout le temps vers l'avant. Dans le défi physique, pareil, il a répondu présent. Donc, Rice en leader, top. J'ai mis Gabriel en défense aussi, parce que je trouve qu'il a vraiment tenu la baraque sur tous les duels et il fait un tacle vraiment très très important je crois que c'est juste avant 2-0, je crois, je sais plus, ou si c'est après. Mais il fait un gros gros tacle dans la surface. Et j'ai mis en top, troisième top, Havertz, parce que voilà, comme on l'a souvent répété depuis qu'il est revenu, connecté à ses coéquipiers, propre techniquement, il va au duel aérien, il gagne ses duels aériens, vraiment très très important les duels qu'il gagne de la tête. Et ouais, sur la passe D pour Gyökeres, j'ai l'impression qu'il le comprend très très bien, alors que ça fait que quelques Il semaines fantasme même. qu'il joue avec. Ça, ça fait que quelques semaines qu'ils jouent ensemble et ouais, je pense que ça peut faire un duo très 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 prometteur pour la fin de saison. Donc voilà, Havertz encore dans les tops. Louis? Zubimendi en premier qui débloque le match et qui dans l'ensemble fait vraiment une grosse performance dans les duels. Il gagne tous ses duels de la tête. Il se fait un super sauvetage juste avant le but de Gyökeres. Je crois l'action d'avant où il chope un ballon où la défense a encore été à la rue. Et dans son ensemble, il fait un match plein. Il est généreux dans les efforts et il est clutch. Donc franchement, top performance après son but contre Leeds. Franchement, il enchaîne bien. Euh, Deuxième, Trossard quand même, même s'il il fait quand même un match plein aussi. Autant il est décisif, certes, mais je vais surtout souligner son implication dans l'ensemble du match, où même dès le début, il dézonnait beaucoup, il essayait voilà, d'avoir le jeu à son compte. Il a beaucoup tenté, il a un peu raté, mais il fait encore un gros gros match et c'est dommage qu'il sorte sur blessure. Et troisième, j'aurais pu citer ceux de Corentin, mais je vais citer l'entrée de Gyökeres qui quand même fait plaisir et on attend d'un buteur qui marque et c'est le cas ce soir, donc voilà, soirée parfaite. Ouais. Et il y a six tops différents. C'est ouf. Ouais. Et du coup, moi, je vais être sur Rice, Havertz et Gyökeres. Vous faites un mix de tout ce que vous avez dit. Gyökeres qui termine homme du match, je crois, Ah ouais. Ah, en ayant joué une demi-heure. Je crois, hein. C'est ce que j'ai cru j'ai voir pas vu, passer sur les réseaux. j'ai pas vu. Rice, en fait, tu l'as dit tout. Ce que tu dis, Corentin, c'est tellement vrai, en fait. C'est que t'as pas besoin de le voir rayonner pour comprendre l'importance qu'il a Ah oui, oui, dans le jeu. c'est Parce trop qu'en fait, c'est un important. petit peu le mec qui va équilibrer là où ça va pas. Ouais. Et dans la dépense d'énergie. Et puis même, je trouve que à la fin du match, le réalisateur, il a fait un gros plan sur lui où tu voyais qu'il avait les poings fermés et autant il rage contre la défaite, voire même contre les matchs nuls. Je trouve que mentalement, c'est un, j'ai l'impression que c'est un de celui qui attend le plus le titre, ou qui Mm, en tout cas a pris conscience de ce qui peut se passer. Et oui. enfin bref, Rice, de toute façon, voilà.
Puis Batistou a fait une photo avec lui, donc c'est peut-être le seul qui a voulu faire une photo avec Batistou, donc Rice pour ça, il est dans les tops. Havertz parce que je suis très content de le revoir, et puis et Gyökeres pour son doublé. Continue comme ça, c'est cool. Si, comme dit, s'il termine sur cette lancer la saison, sur sa lancée cette saison-là, et qu'il revient encore plus fort la saison prochaine, ça sera peut-être l'attaquant dont on avait besoin sans avoir un grand neuf, mais il sera peut-être là pour planter les buts qu'on a besoin qu'il plante. Donc, wait and see. La semaine prochaine, messieurs, prochain match en semaine, je crois qu'on joue le jeudi 12 à 21h, un déplacement à Brentford, équipe qui joue bien au ballon, qui est en train d'être menée par Newcastle actuellement pendant qu'on enregistre cet épisode, donc on ne connaîtra pas le résultat final. Mais je ne vais pas dire déplacement compliqué, mais je ne vais pas dire déplacement dangereux, mais déplacement compliqué. Donc à voir avec Arteta le choix de compo qu'il va faire, et puis aussi avec les blessures que l'on va peut-être découvrir encore d'ici là. Mais avant le match de Brentford, il y a déjà le fameux choc de demain, ce fameux Liverpool-Manchester City, puisque dans cette journée-là, vous l'aurez compris, donc demain, Liverpool-Manchester City. Manchester City qui, à l'instant où on enregistre cet épisode, est à 9 points d'Arsenal. On espère un petit match nul, voire même une défaite, mais un petit match nul, ce serait déjà pas mal. Si les Reds pouvaient accrocher les Citizens, ça serait vraiment cool. Alors que Aston Villa jouait également aujourd'hui et qu'ils ont été tenus en échec, un but partout. Donc on continue d'accroître notre avance sur Villa. On savait que Villa, logiquement, ne tiendrait pas la cadence. Donc c'est ce qui se passe. Manchester a encore gagné. Ce fameux Mancunien qui a des cheveux longs depuis plus de 480 jours, je pense qu'il a commencé à prendre ou à espérer prendre rendez-vous chez le coiffeur, puisqu'il est à une victoire de pouvoir se couper les cheveux, ce qui est la 4e victoire consécutive de Manchester. Donc voilà, Manchester United qui, mine de rien, malgré la saison ou le début de saison dégueulasse qu'ils ont fait, est à l'instant T à 2 points de City avec un match en plus. Donc beau redressement des Mancuniens avec l'arrivée de Carrick, franchement. Et on peut dire la même chose de Chelsea qui, depuis l'arrivée de Rossinior, ne perd plus, sauf face à nous, bien évidemment. Donc voilà, donc encore plein de belles choses à suivre. Les notes sont sorties, je vous l'ai dit juste avant. Nitinia s'est fait plaisir. Sa plus mauvaise note est pour Gabriel Jesus, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et la meilleure note, je crois qu'elle est pour Arteta. En plus, je crois que c'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas, comme après chaque match, à aller consulter les notes et aller, en plus de les consulter, donner votre propre note à l'ensemble des joueurs. Le dernier épisode a été pas mal commenté sur YouTube. On vous en remercie. Vous avez donné votre avis, que vous soyez d'accord ou pas. Et donc, du coup, je continue à vous inviter à nous partager avec nous via les commentaires vos tops et vos flops, si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez d'autres flops ou d'autres tops qu'on n'aurait pas vus, ou peut-être quelque chose qu'on aurait oublié. C'est avec un grand plaisir qu'on vous lit et qu'on vous répond. La plupart du temps, on essaie de répondre vraiment à tous les commentaires. Donc voilà, continuez à commenter, continuez à nous suivre, continuez à liker les épisodes, à en parler autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque soir de match, ou en tout cas le lendemain ou le surlendemain, quand vous en avez le temps, et ça fait plaisir. Voilà, Coup de Canon continue de grandir. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve à chaque fois. Et c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera dès jeudi prochain. Ça ne sera pas moi, ça sera Nicolas Bourset aux manettes, avec je ne sais plus qui. Et quant à moi, je vous retrouverai non pas contre Wigan, mais contre Tottenham pour le North London Derby. Louis et Corentin, merci beaucoup de m'avoir accompagné ce samedi soir après cette nette victoire, rappelons-la, 3-0 d'Arsenal face à Sunderland. Je vous embrasse et comme on dit ici, come on Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for
being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.